Wesh wesh les Simpson maniaques. On m'a souvent demandé de parler de telle ou telle saison, mais passé les premières, je ne me voyais plus faire d'épisodes sur une saison en particulier. En revanche, j'ai des choses à dire sur les saisons HD en général. Alors c'est parti. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais faire un très bref récap en rappel, car j'en ai parlé dans certains anciens épisodes. Durant des années, visuellement, la série utilisait le celluloïd. On pouvait superposer plusieurs couches transparentes, une couche pour le décor, une couche pour les personnages, etc. Elle a utilisé le cellulo jusque très tardivement, en 2002, où on est passé pour de bon, en cours de saison 14, à l'animation numérique. Là, les dessinateurs font toujours sur papier donc, mais ensuite c'est numérisé, animé, colorié, étalonné par ordinateur. Donc pour aller plus vite, souvent entre fans on parle des saisons numériques pour les saisons 14 à 20. Saison 20 où, à mi-parcours, avec Prenez ma vie je vous en prie, on est passé à la haute définition, avec notamment le format d'image qui passe au 16:9 pour s'adapter aux nouveaux écrans. En résulte un résultat très clean, très fin, et du coup un petit quelque chose qui change, c'est difficile de mettre le doigt dessus, ne serait-ce que de dire au revoir au générique auquel on avait le droit depuis autant d'années, qui faisait très dépassé, mais qui au bout d'un moment apparaissait presque comme une autodérision pour la série, ça faisait drôle. Mais quoi de mieux pour fêter les 20 ans de la série et l'ouverture d'une nouvelle ère d'encore de nombreuses saisons que de donner un petit coup de polish. C'est sans doute parce qu'avec internet omniprésent, on en entendait parler plus facilement, et que parce que les épisodes eux-mêmes en parlaient en leur sein, mais j'ai l'impression que les célébrations se sont multipliées ces dernières années. Après, la plus fameuse est sans doute celle du 20e anniversaire de la série. Morgan Spurlock, le réalisateur de Super Size Me, a réalisé un documentaire anniversaire de 42 minutes revenant sur le phénomène culturel de la série, et a interviewé des fans du monde entier. Et rien que le titre ne manque pas d'humour. The Simpsons 20th Anniversary Special in 3D on ice. Ce qui m'a fait réaliser combien un tatouage Milouz était la chose qui me manquait à ma vie. Il a été diffusé juste après Il était une fois à Springfield, le 450e épisode de la série. Ces deux événements réunis ont fait la soirée de la Fox à l'époque un gros succès d'audience. Il était une fois à Springfield a d'ailleurs la plus grosse audience d'un épisode HD, 14,62 millions de téléspectateurs aux USA. Les 500 et 600e épisodes en sont loin, hein. J'avais déjà brièvement parlé des pires audiences un jour, passées en dessous des 5 millions dans la saison 21, qui ont continué à descendre, mais depuis le record a encore été battu. Faut jamais se sous-estimer. Aujourd'hui on en est à 2,06 millions comme pire audience de la série, dans la saison 29 pour Fears of a Clown. Est-ce qu'on va passer en dessous des 2 millions pour bien fêter la saison 30 comme il faut? D'autant qu'on est en pleine diffusion, donc ça peut arriver d'un jour à l'autre, hein. Et honnêtement, la Fox, la prod, vous ne pensez pas que c'est un signe? Oui, je sais, la baisse d'audience généralisée est propre à toutes les chaînes classiques parce que les habitudes de consommation des séries ont changé, mais tout de même. Eh oui, tout a changé depuis la grande époque. La société, notamment, pour le meilleur comme pour le pire, et la série s'en veut le reflet. Les enfants veulent grandir de plus en plus tôt, il y a l'émergence des hipsters, la société est plus crispée et divisée, les sexualités alternatives sont plus acceptées et les femmes ont plus de postes à responsabilité, même s'il y a encore des progrès à faire. Être accro à la télévision est remplacé par être accro aux technologies, comme les smartphones et les tablettes, les réseaux sociaux, etc. Internet a quelque part affaibli la série, mais l'a renforcé d'un autre côté, c'est un bon outil pour faire du buzz. Quand a été annoncé qu'il y aurait le premier épisode en 2 parties de la série, dont les 2 parties, contrairement à Tirer sur Monsieur Burns, seraient diffusées le même soir, The Great Gatsby, dans la saison 28, les médias et nous-mêmes en avons fait nos choux gras. Même si beaucoup annonçaient un épisode d'1 heure en oubliant que c'est 1 heure version télé américaine, donc en enlevant presque un tiers de pub. En tout cas donc internet a fait grimper la hype et contribué à donner un beau succès d'audience à la soirée. Bon après bien sûr les rumeurs ou nouvelles déformées sont pas mal légion aussi. En 2015 le magazine Variety a déformé les paroles d'une interview d'Al Jean et annoncé qu'Homer et Marge allaient divorcer dans la saison 27, ce qui a suscité de nombreuses réactions sur internet. Pour démentir, le compte Twitter officiel des Simpsons a même envoyé l'image d'une punition de Bart écrivant « Homer et Marge ne divorcent pas ». Et oui, l'épisode « Le rêve de tout homme » est un « What if » épisode. Et un épisode pas très bien accueilli par les fans, à vrai dire. Autre sujet qui a pas mal fait parler, en 2010, la série est entrée une nouvelle fois dans le Guinness Book des records pour le record de guest star apparu dans une série télé. Le chiffre a continué à augmenter depuis, et début 2019, plus de 800 guest stars ont participé. Alors par contre, on a entendu un peu tout et n'importe quoi des fois sur le sujet du record que détient la série question longévité et ou nombre d'épisodes. Donc, mettons fin à rumeurs, voici les faits. La série a-t-elle le record d'épisodes et de durée pour une série d'animation diffusée en prime time aux USA? Oui, depuis bien des années. La série a-t-elle le record d'épisodes et de durée pour une série animée ou non, diffusée en prime time aux USA? Oui. Pour ce qui est de la durée, ça fait déjà un bon moment. Par contre, pour ce qui est du nombre d'épisodes, ils n'ont battu Gunsmoke que récemment, en avril 2018, alors que Gunsmoke n'a duré entre guillemets que 20 ans, mais à une époque où on ne plaisantait pas sur le nombre d'épisodes par saison pour les séries américaines. Ça n'a duré qu'une année, n'empêche qu'on a tourné 360 épisodes. La série a-t-elle le record de durée et d'épisodes pour une série d'animation américaine en prime time ou non? Oui, elle devance Scooby-Doo d'environ 200 épisodes.
La série a-t-elle le record de durée et d'épisodes pour une série américaine animée ou non? Non, car il y a une catégorie hors concours, les soaps. Et là, il y a tellement d'épisodes. Prenez General Hospital, le recordman en la matière aux USA, il en est à 14 000. Sinon, en dehors des soaps, oui. Et la série a-t-elle le record mondial de durée et d'épisodes pour une série d'animation? Non. Et non, car il existe plusieurs animés japonais qui surpassent largement les 650 des Simpsons. Parmi les très connus, Doraemon, One Piece ou Détective Conan sont au-delà de plusieurs centaines. Mais Sazae-san dépasse les 2500 et 50 ans d'existence. On peut en revanche dire que les Simpsons, c'est la série d'animation occidentale avec le plus d'épisodes. Du coup, pour les dernières saisons, le staff essaie comme il peut de se renouveler, et elles sont en fait un terrain propice à l'expérimentation. The Halloween episodes are a great excuse for the Simpsons to do whatever they want. You know, before they start doing whatever they want. Oui, ils n'ont plus besoin forcément des épisodes d'Halloween pour tenter des trucs. Par exemple, oui, ils ont fait faire un speech à Maggie dans la saison 20 dans Manucure pour 4 femmes, interprété par Jodie Foster, comme j'en avais vite fait parler dans l'épisode 2 de Parlons Simpson, la vache le temps file. Mais cette histoire n'est pas canon, elle est racontée par Marge, donc ça va. Il y a aussi Ricardo Bomba. Est-ce que beaucoup de monde ici se souvient de la gestation de Ricardo Bomba? Enfin, pour ceux qui se souviennent de lui. Pour les autres, il y a 10 ans, toujours pour les célébrations des 20 ans de la série, il y a eu un grand concours de création de personnages. Tout le monde pouvait participer. Enfin, tous les Américains. Le personnage de Ricardo Bomba a gagné, créé par Peggy Black, une Américaine de 52 ans. Il y a eu une petite hype de voir ce qu'ils allaient faire du personnage, qui est apparu brièvement dans $1 Million Ma Biche, pour se cracher en voiture quasiment tout de suite. On a tendance à dire que c'est sa seule apparition, mais non. Quelques minutes plus tard, après le générique, la femme de Gracie Film lui dit de se taire. Et bientôt, vous allez... Oui, c'est tout, effectivement, sinon apparition sans suite. Dans la saison 22, la bataille de Noël est un épisode en plusieurs actes. Maggie fait un rêve et visualise sa famille en marionnette. Ce n'est pas l'épisode qui a eu les meilleurs retours, mais ça se tentait. Après, là, on parle d'expérimentation que la série aurait pu faire des années avant, mais il y en a aussi qui, technologiquement, auraient été impossibles au début de la série, ou bien beaucoup plus difficilement et pour un résultat bien moins convaincant. Depuis pas mal d'années, s'associer à des licences, c'est le bon deal pour la compagnie Lego, qui à une époque était sur le déclin. Et depuis, vous avez constaté tout ce qui sort. Une idée a germé quand la compagnie Lego a passé un deal avec la Fox pour sortir des Lego Simpsons. La vice-présidente de la compagnie, Jill Wilfert, a proposé au staff de faire un gag du canapé en Lego. Très vite, le staff lui a plutôt proposé de faire un épisode complet. Il a fallu convaincre la compagnie, et une fois fait, ils se sont mis à bosser sur Brick Like Me, ou Embrique-moi en VF. Mais la production a été très longue vu que la technique utilisée, et oui, c'est par ordinateur, désolé pour les âmes innocentes qui croyaient à une technique plus traditionnelle, et sachant qu'ils voulaient vraiment peaufiner le tout et mettre plein de personnages. Au final, l'épisode est sorti 3 mois après The Lego Movie, mais sa production a commencé bien avant cette date, donc on ne les accuse pas de copier. L'épisode aura des bons retours. Dans l'épisode Simprovised, en mai 2016, les spectateurs pouvaient appeler pour poser leurs questions à Homer qui, pendant 3 minutes, répondait en direct. Un logiciel de motion capture était utilisé pour que le mouvement des lèvres d'Homer corresponde aux phrases prononcées par Dan Castellaneta. Le résultat est légèrement saccadé, mais vu les circonstances, c'est franchement honorable. Après, le texte en lui-même n'était pas non plus à se décrocher la mâchoire de rire. Autre avancée technologique, pour le 600e épisode, la série a eu le droit à un gag du canapé en réalité virtuelle, ce qui leur vaudra une nomination pour un Emmy en 2017 dans la catégorie de l'utilisation de la plus créative d'un média interactif dans un programme scripté. Bref, avec tous ces exemples d'utilisation des technologies récentes, la série veut montrer qu'elle sait toujours innover. Beaucoup plus récemment, dans un épisode de la saison 30 d'Atticus Finch, sorti en décembre dernier, Lisa regarde l'adaptation du livre Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, ou bien Du silence et des ombres, et commence à visualiser Homer comme l'acteur Gregory Peck. L'idée nous avait paru bizarre sur les forums de fans, surtout vu le titre original, mais la relation père-fille est également très importante dans l'histoire de base, donc en faire une transposition, pourquoi pas. Il n'empêche que pas mal de monde s'est lassé, et oui, on en a déjà parlé, s'il y a bien un aphorisme qu'on entend de beaucoup de fans, c'est « les saisons HD craignent ». Il suffit de voir la page officielle sur Facebook. Alors oui, on me dira que les réseaux sociaux sont finalement rarement les espaces de discussion les plus modérés qui soient, on est bien d'accord là-dessus. Mais si même sur une page de fans, ce sont ce genre de commentaires qui obtiennent le plus de vues et d'approbations, c'est qu'il y a un problème quelque part. Mais apparemment Facebook c'est un réseau de vieux, donc disons que c'est les vieux cons qui disent ça. Quoi qu'Elgin sur son Twitter doit souvent essuyer les critiques d'une partie des fans. Beaucoup d'entre vous sont plus ou moins irrités par le fait que je partage plus ou moins cet adage. Car oui, entre autres, il y a des choses incontestables, comme les scénars qui finissent souvent par se répéter. Mais il y a au contraire des défenseurs parmi vous, et c'est très bien. Déjà car il y a une critique injuste, comme le fait qu'il y ait trop de guests aujourd'hui, et trop de guests inutiles. Et peut-être, mais désolé, ça n'a rien de nouveau. La saison 3, par exemple, avait des guests à quasiment chaque épisode, parfois beaucoup dans un seul épisode,
et certaines à l'utilité très discutable. Et on peut faire un constat similaire pour d'autres saisons des années 90, ça n'a donc rien de neuf. Pour ses défenseurs, en tout cas, la série s'adapte à son temps, pas seulement en phénomène culturel. Les personnages aussi ne sont pas restés figés dans des comportements typiques des années 90. Comme l'a dit un de mes viewers, Lisa, qui était la voix de la raison des années 90, passe un peu, à tort ou à raison, pour une Justice Warrior aujourd'hui. Il n'y a quasiment plus aucun sujet tabou, c'est moins prêchi-prêcha qu'à une époque, et comme je l'ai démontré aujourd'hui, elle n'hésite pas à sortir de sa zone de confort. Je parlais de l'époque crispée, pour Harry Shearer, la série sert de soupape de décompression nécessaire, différente des Tonight Show qui décryptent l'actualité avec humour, à chaud. Le fait que la série ait du retard, on peut plutôt dire qu'elle a du recul, et elle essaie de présenter plusieurs aspects d'un sujet et laisser le spectateur faire sa sauce. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on entend tellement souvent « les Simpsons ont prédit ci, les Simpsons ont prédit ça ». À l'approche probable de la fin de la série, elle nous montre quand même régulièrement pourquoi elle a toujours sa place dans le paysage de la pop culture. Allez, ciao, à plus les Simpsons maniaques!